Mesdames, Messieurs, je remercie Monsieur Bouzid pour sa charmante invitation à revenir à Alger, cette ville dont j'ai tant de souvenirs, tous liés à la chirurgie cardiaque depuis de nombreuses années. Je vais vous faire part de la chirurgie cardiaque pédiatrique dans les pays à faible moyen économique et je m'écarterai un peu de la chirurgie des nouveau-nés pour les raisons que vous comprendrez au cours de cet exposé. C'est l'expérience de la chaîne de l'espoir, qui est une organisation non gouvernementale fondée il y a plus de 20 ans, dont nos buts sont de soigner les enfants avec, et en ce qui nous concerne, des interventions de chirurgie cardiaque ayant comme modalité de faire une intervention et pas plus pour pouvoir guérir ces enfants. Donc on ne s'engage pas dans des programmes de longue durée à multi-étapes chirurgicales. Former les équipes médicales, chirurgicales, mais aussi techniques et managériales. Et aussi, puisqu'on en arrive là, on en est arrivé là, à construire des hôpitaux. Le transfert d'enfants en France est une étape historique qui a lieu d'être dans une centaine d'enfants par an, ce qui est très peu, pour des raisons à la fois économiques, manque de formation des équipes locales, et donc on est passé à d'autres programmes. Notre expérience se fonde sur des hôpitaux que nous avons construits, dans lesquels nous opérons, dans lesquels nous dirigeons l'embauche du personnel et aussi que nous finançons. Le premier était à Maputo en 2001, le dernier en date est à Bamako en 2018 et a ouvert il y a quelques mois. Certains sont dans des pays un peu spéciaux du fait de la sécurité, comme à Kaboul. Notre expérience repose aussi sur des missions de courte durée avec des équipes complètes, ou presque, dans les pays que vous avez, qui sont mentionnés ici. À Amman, ce sont des interventions pour les enfants réfugiés syriens qui sont dans les camps ou en ville et qui sont pris en charge dans un hôpital d'Amman par nous-mêmes. Les moyens à faible moyens économiques, par définition, sont pauvres. Qui paye? Les ONG. Et dans notre expérience, la construction d'unités, blocs opératoires, réanimation, local technique, ça revient entre 2 à 4 millions d'euros. Le coût moyen d'une intervention à cœur ouvert, c'est de 4 500 euros. Ça peut être un peu moins, rarement. Ça peut être un peu plus, ça peut arriver. Trouver les moyens pour opérer ces enfants et construire des hôpitaux n'est pas le plus gros problème. C'est un peu, ce que je vous dis est un peu peut-être choquant, sinon choquant, tout au moins inhabituel. Mais le problème majeur que j'ai rencontré et que nous avons tous rencontré dans ces pays, c'est l'absence de réanimateurs pédiatriques, cardiaques, mais surtout réanimateurs, intensivistes. Les ressources humaines, n'en parlons pas, il n'y a pas de formation, ou presque, surtout en chirurgie cardiaque pédiatrique. Et surtout, une fois qu'on a dépassé les premières étapes de construction, de mise en route, des premières interventions, c'est le maintien de l'activité. Pour opérer des enfants avec un risque minimum et diminuer les coûts, il faut déjà évaluer le risque. Il est communément admis dans les milieux cardiaques pédiatriques que le score RACS-1, élaboré par Cathy Jenkins à Boston, Risk Adjusted for Surgery for Congenital Heart Disease, est adopté à peu près pour tous les centres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les malades, il y a 200 diagnostics dans la classification de Jenkins, et vous avez en bas les risques catégories 1, 2, 3, 4, du plus simple au plus compliqué. Et les mortalités. La mortalité, évidemment, augmente à mesure que la complexité de la malformation augmente. Donc, dans la classe 1, il y a CIA, coarctation, canal, CIV peut-être. La classe 2, il doit y avoir phallo. La classe 3, avec un peu moins de 10% de mortalité, c'est phallo irrégulier. Bon, tout ça, c'est pratique pour classer sur le papier. Maintenant, il faut bien voir ce que ça signifie quand on est dans un pays
qui est complètement différent de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas les mêmes malades, ce n'est pas la même évolution, ce n'est pas le même niveau nutritionnel. Donc, cette classification, très utile pour publier, pour nous, on est obligé de l'adapter, on va dire, car ce n'est pas les mêmes malades, je viens de le dire, il n'y a pas de considération des facteurs de risque individuels. Qu'est-ce que c'est le risque individuel? C'est un enfant dénutri, c'est un enfant qui a 8 millions de globules rouges, et dans ces pays, les diagnostics sont tardifs, les ventricules souffrent, les malades sont de plus en plus cyanosés, et l'hypertension pulmonaire augmente, et les résistances se fixent. Donc, on est obligé de faire des modifications stratégiques, c'est un mot un peu pompeux, un peu lourd, mais par rapport à ce qui est publié comme les bonnes pratiques de la chirurgie cardiaque pédiatrique, celle à laquelle on doit se conformer quand on est en Europe du Nord ou aux États-Unis. Mais la réalité fait que si on fait une réparation complète à un enfant dénutri qui a plus de 7 millions de globules rouges, eh bien, la mortalité va augmenter. Donc, on est revenu, sans l'avoir vraiment quitté, aux interventions palliatives, type Blaloctocig, à condition que la réparation complète soit possible dans un délai relativement court. Il ne faut pas laisser partir les enfants dans leur douar ou dans leur brousse et ne plus les revoir. Donc vous voyez que là, ce processus en 2 temps qui a été très décrié, pour nous a rendu beaucoup de services, et quand on a repris nos résultats, la mortalité globale, elle n'est pas plus élevée. On n'additionne pas, en fait, les 2 mortalités, celle du palliatif et celle de la réparation complète. La mortalité globale est entre 3 et 4 %. Et puis, on a quotidiennement, régulièrement, ce problème des CIV évolués. Elles sont larges, anatomiquement, mais elles ont des petits chintes, et on a un gros doute sur les résistances pulmonaires. Et on n'hésite pas, parce qu'il faut faire quelque chose, à faire un cerclage et voir. Bien souvent, on a parfois la bonne surprise de voir les résistances pulmonaires baisser et de pouvoir fermer secondairement la CIV, toujours dans un délai rapide. D'ailleurs, c'est l'objet de pas mal de travaux, en particulier l'équipe de Jenkins qui est à Boston et qui revoit nos résultats, en particulier ceux de Kaboul, et qui ont fait les analyses, par exemple, de la tétralogie de Fallot dans les pays où les moyens financiers sont réduits. Et puis, voilà un sujet assez controversé, pas dans ma tête, mais dans la tête de beaucoup de gens, sur les contre-indications. On est dans un environnement, on va dire, comme disent les militaires, hostile. Et faire des dérivations cavo-pulmonaires partielles, tout le monde sait faire ça. Mais j'ai eu moi-même des mauvaises surprises quand, après une mission, j'ai dû quitter le pays et j'ai laissé l'enfant à l'équipe locale. Et il s'est révélé que l'équipe locale était insuffisante et que les épanchements pleuraux, la réintubation, fait que c'est la catastrophe. Donc, les dérivations cavo-pulmonaires partielles, j'hésite. Les Fallot avec atrésie pulmonaire, c'est très rigolo à faire. Ça nécessite une bonne évaluation de la circulation collatérale, les MAPCA. Ça oblige à utiliser un tube. Le tube d'autant plus petit, d'abord ça coûte cher, d'autant plus petit que l'enfant est jeune, qu'il va falloir le réopérer. Problème, et donc on a résolu de façon assez, non pas dictatoriale, mais autoritaire, en disant on préfère rien faire. Les ventricules uniques, que ce soit avec hyperdébit, qui nécessite un cerclage dans un premier temps, ou avec sténose pulmonaire ou atrésie pulmonaire, qui nécessite une intervention palliative de revascularisation pulmonaire, ça on sait faire dans un premier temps, c'est pas le problème. Mais ensuite, que faire? Que faire? Un Glenn, une intervention de Fontan, c'est des gens pauvres qui vont peu se déplacer, les interventions vont nous coûter cher et la réanimation se prolonge. Donc, ventricule unique, eh bien, on préfère s'abstenir. Pareil pour les Fontans.
Parce que la morbimortalité n'est pas toujours prévisible. D'abord, il faut avoir une excellente appréciation des résistances pulmonaires, ce qui n'est pas toujours facile à faire en l'absence de cathétérisme ou même avec cathétérisme. Et ensuite, on n'est pas à l'abri d'épanchements pleuraux, péritonéaux qui prolongent beaucoup la période en réanimation. Et puis, il y a les arythmies. Quant aux shunts gauche-droit avec tension pulmonaire fixée, habituellement, le cardiologue, quand je vois ces malades à la consultation, me propose un cathétérisme. Ben, je lui dis non, parce qu'il n'y a rien à faire. Et le cathétérisme ne fera que objecter le bon sens clinique. Et donc, il vaut mieux mourir d'Eisenmenger à 30 ans que de rentrer dans une intervention non pas complexe, mais risquée et sans avenir. L'infection per- et post-opératoire est un des gros problèmes et un des gros soucis des acteurs économiques de santé dans les pays en voie de sous-développement. Alors, je vais vous passer l'hygiène, l'asepsie, le lavage des mains, le contrôle de l'eau. Tout ça, vous connaissez, c'est pas forcément bien fait, enfin, c'est connu. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles notre attention a été attirée, on s'est donné les moyens d'aller plus loin. D'abord, beaucoup de pays, par des influences assez nocives, bombardent les enfants d'antibiotiques de 3e, 4e génération, des trucs terribles, terribles, pour des infections, enfin la prévention des infections post-opératoires, à staphylo, à strepto, je ne parle pas des grammes moins. Et là, on voit se développer des résistances dans lesquelles on arrive à même pas pouvoir les traiter. Donc, on revient en arrière et on dit sur quoi ça repose. Ça repose sur des idées d'un réanimateur qui est passé auparavant et qui utilise 3 antibiotiques pour une prophylaxie périopératoire avec ce que ça comporte comme effet délétère. Donc, on essaye, et ça coûte cher, et il faut du personnel, de faire des antibiothérapies ciblées, c'est-à-dire prélevées, cultivées, adaptées. Autre, non pas innovation de la chaîne de l'espoir, mais un département qui est très, très fort et très solide, c'était celui de constituer une équipe d'ingénieurs biomédicaux. Alors, ces gens, ce sont des gens qui travaillaient dans les hôpitaux avant leur retraite, habituellement, et qui s'occupent de tout. De tout. Ça peut être l'eau, bon, ça peut être le réglage des scopes, ça peut être l'électricité, ça peut être l'oxygène. Tous les jours, il y a un problème avec ça. Ça peut être la qualité de l'eau. Si on n'a pas ça, eh bien, on est obligé de passer par les réseaux locaux qui peut-être sont très bien, mais peut-être sont complètement mauvais. Donc, on se fie à ces ingénieurs très hautement qualifiés qui connaissent les installations et qui connaissent l'endroit. Et avec ça, on a confiance. On peut mieux opérer. Et d'ailleurs, Jenkins a fait un papier sur Reducing Mortality and Infection in Congenital. Bon, c'est un vrai problème. Alors maintenant, on arrive à quelque chose de plus vaste, qui est la durabilité de l'activité. On a construit, on a commencé à opérer, et on a dit, comment on fait pour continuer? Parce que faire des missions, partir, s'en aller, c'est une chose. Faire un hôpital et le laisser tout seul, vous connaissez l'avenir. Il est mauvais. Donc, c'est bien souvent les ONG. C'est une aide financière, on a vu l'aide technique, l'aide financière des ONG qui payent les soins, qui payent les réparations, qui payent le personnel en partie. Une autre façon de financer cette durabilité, c'est de faire des coûts partagés entre un bailleur de fonds, une ONG, et la famille. C'est un système qui nous a été reproché, critiqué, parce que certains directeurs d'ONG avec qui j'ai travaillé m'ont dit, pour nous, un enfant opéré, il ne doit rien payer, on ne demande rien. Nous, on n'est pas assez riches, on demande. Une proportion variable, il faut voir.
On a commencé avec Carpentier au Vietnam en faisant des enquêtes sociales. Bon, en tout cas, ça permet d'alléger nos finances. Et peut-être de faire prendre conscience aux familles que tout n'est pas gratuit. L'autre chose qui a porté ses fruits, c'est que dans ces centres où il y a de la chirurgie cardiaque pédiatrique, on développe de la chirurgie cardiaque d'adultes, et même ce que j'aurais dû mettre sur ma diapositive, d'autres secteurs payants, qui permet, suivant une loi qui n'est pas toujours respectée de Robin des Bois, les riches payent pour les pauvres. Mais ça marche. À Maputo, ça marche. Ils sont indépendants financièrement. On met, je crois, 200 000 € par an, payer du matériel qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais la chirurgie cardiaque adulte paye pour les enfants pauvres. La chirurgie ophtalmo paye pour les enfants pauvres dans différents domaines. Donc cela est possible, il faut y penser, il ne faut pas que ça tombe dans les poches de l'administration qui enfle. Pas comme partout, l'administration, suivant un exemple qu'on a bien développé, elle enfle. Donc l'argent qui arrive, il ne faut pas que ça aille pour acheter des voitures et louer les cuisiniers. L'autre chose, pour la durabilité de l'activité, c'est les programmes de formation postdoctorale, PGMI, en Afghanistan, et Issam en a parlé, c'est faire des diplômes. On se substitue en gros à la faculté. Alors, il y a des pays où les facultés existent, mais enfin, elles ne sont pas très de niveau en ce qui concerne la chirurgie cardiaque pédiatrique ou la cardiologie pédiatrique. Et on envoie des formateurs qui, eux, forment les gens sur place, on délivre des diplômes, et ces gens sont assez fiers. Autre avantage, et ce n'est pas le moindre, ces gens sont formés, ces médecins spécialistes sont formés sur place et ne peuvent pas émigrer. D'abord, les diplômes n'ont qu'une valeur limitée, mais ça remplace ceux qui venaient dans les pays européens, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et ne retournaient pas dans leur pays. Donc, la durabilité de leur activité, c'est aussi l'enseignement. Et puis, quelque chose qui s'est développé récemment, puisqu'il y a un certain nombre de pays où on ne peut pas aller de façon en toute sécurité, je pense à l'Afghanistan et j'en pense à d'autres, c'est de faire des téléconférences. Et on l'a fait pour l'écho parce que c'est pratique. L'écho, c'est des images. Ce n'est pas du baratin, c'est des images. Et on fait des échographies en direct. Là, vous avez un petit schéma qui montre qu'il est 4 heures de l'après-midi à Phnom Penh. Ils sont devant leur machine, ils ont un malade. Et moi, avec Daniel Sidi, on est à Paris, il est 11 heures du matin. On voit l'écho, ça dure 5 minutes, hein, une échographie, et on conseille. On conseille comment, pour les incidences, et à quoi ça sert. Ça sert d'abord à affiner les diagnostics. Ça sert à leur confirmer qu'ils ont bien fait ou pas bien fait de prendre une décision chirurgicale. Ça m'aide pour préparer les programmes opératoires. Parce qu'il y a des malades, on n'aura pas besoin de revenir dessus. Ça aide à compléter, oui, si on doit faire des investigations complémentaires. Maintenant, on est avec plusieurs pays d'Afrique et Phnom Penh là-dessus. Ça passe par Internet, ça ne vaut pas très cher, on en installe un peu partout et ça nous aide beaucoup à garder un contact. Donc vous voyez, nos indications opératoires sont, comment vous dire, modestes. Elles ne sont pas ambitieuses. Hein, si on sait opérer 5 malformations ou 6 malformations dans ces pays-là, on sauve beaucoup de gens, y compris les insuffisances mitrales si la fraction ventriculaire gauche est bonne. Donc 55% de congénitaux, 45% d'acquis, c'est cette proportion qu'on retrouve un peu partout. Voilà, je vous ai fait un rapide panorama de notre expérience. Merci de votre attention.